Mon père m'a chassé de la famille pendant le dîner. Mon frère filmait ma réaction, attendant mes larmes. J'ai plié la lettre, j'ai dit merci, et je suis parti. Le lendemain matin, ils ont enfin compris. Les projecteurs m'avaient trouvé avant eux. Je me tenais dans les coulisses de la grande salle de réception de l'Hôtel Royal. 500 personnes, chaque siège occupé. Le genre de pièce où l'air lui-même coûte une fortune, et j'avais exactement 4 secondes avant qu'Antoine de Valois ne finisse de prononcer mon nom et que je m'avance devant tout ce monde. 4 secondes. J'en ai utilisé une pour repérer leur table, au premier rang, au centre. Ma mère dans une robe de soirée noire, qu'elle avait déjà portée à 3 galas cette saison. Mon père à côté d'elle, la mâchoire serrée, comme il le faisait toujours lorsqu'il était sur le point d'avoir tort mais qu'il ne l'avait pas encore accepté. Mon frère Rémi avec son téléphone déjà levé, déjà en train d'enregistrer, car enregistrer les choses était la seule façon qu'il connaissait pour les vivre. 14 heures plus tôt, j'étais la déception de la famille, un simple maître d'hôtel dans un restaurant, âgé de 31 ans, gagnant 55 000 € par an, un embarras qu'il avait enfin décidé d'officialiser. 14 heures. J'ai boutonné ma veste, je suis entré dans la lumière et j'ai marché jusqu'au pupitre. Le verre de champagne de ma mère a frappé la table si fort qu'il s'est brisé. Je n'ai pas bronché. J'ai ajusté le micro et j'ai souri. Pour comprendre ce 28 février, il faut comprendre la famille Girard, et pour comprendre la famille Girard, il faut comprendre que l'argent dans notre maison n'était jamais juste de l'argent. C'était un langage. C'était une preuve. C'était la seule unité de mesurant laquelle quiconque avait confiance. Mon père, Gérard Girard, avait bâti un empire immobilier tertiaire sur 30 ans qui génère aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de revenus annuels. Il l'a fait grâce à une combinaison d'intelligence pure, d'une éthique de travail féroce et d'une incapacité totale à respecter quiconque opérait en dessous de son altitude. C'est le genre d'homme qui vous serre la main et calcule simultanément votre valeur nette. Il fait cela depuis si longtemps qu'il ne s'en rend même plus compte. Ma mère, Catherine Girard, dirige la fondation de la famille Girard, une organisation caritative d'une valeur d'environ 50 millions d'euros qui finance l'éducation artistique et des programmes de développement communautaire à travers toute la France. Elle est photographiée dans tous les galas. Elle donne des discours sur l'empathie. En 32 ans de mariage, elle n'a jamais une seule fois dit à mon père qu'il avait tort devant une autre personne. Mon frère Rémi, 34 ans, a récemment conclu l'acquisition d'une société de logistique régionale pour 200 millions d'euros. Il a la poignée de main de mon père et la capacité de ma mère à simuler la chaleur humaine sans rien ressentir. Il a commencé à enregistrer les moments familiaux sur son téléphone il y a environ 4 ans, lorsqu'il a réalisé que le malaise des autres générait de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et moi, Julien Girard, le second fils, celui qui a étudié la gestion hôtelière à l'école hôtelière de Lausanne parce qu'il aimait sincèrement ce métier et non parce que cela impressionnait quelqu'un, ce qui n'était pas le cas. Celui qui a accepté un poste de maître d'hôtel chez l'Assiette d'Or, un restaurant parisien réputé mais pas encore célèbre, parce qu'il voulait apprendre à partir de la base, cette méthode que son père prétendait respecter mais qu'il n'appliquait jamais à ses propres enfants. Celui qui gagnait 55 000 € par an alors que sa famille contrôlait les 3/4 d'un milliard d'euros. J'étais chez l'Assiette d'Or depuis 4 ans quand le premier événement s'est produit, celui pour lequel aucun membre de ma famille ne m'a jamais félicité, celui que, finalement, quelqu'un d'autre avait vu clairement à travers une salle comble. C'était un jeudi soir de juin, 8 mois avant mon dîner d'anniversaire. Le restaurant était plein, chaque table occupée, le bar bondé, le genre de chaos contrôlé, dans lequel un bon maître d'hôtel vit comme s'il s'agissait d'une météo familière. Je gérais la salle quand Diane,
notre assistante, m'a attrapé le coude près du couloir de service. Monsieur Takahashi est là, a-t-elle dit. Je connaissais ce nom, Kenji Takahashi, PDG de Takahashi Logistique, la 4e plus grande compagnie de transport du Japon, un homme dont l'entreprise était courtisée par la firme de mon père depuis 2 ans pour un accord de développement conjoint d'une valeur d'environ 2 millions d'euros. Il était à Paris pour une conférence. Son équipe avait fait une réservation 3 semaines à l'avance. Très bien, ai-je dit. La table 4 est prête. Le visage de Diane m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. La table 4 a été réservée 2 fois, a-t-elle murmuré. Les clients précédents sont déjà installés. Jérôme l'a donné il y a 1 heure et a oublié de le noter. Un silence particulier s'est installé autour de moi. Pas un vrai silence, car le restaurant était bruyant, mais ce silence intérieur spécifique qui arrive quand on comprend l'ampleur du problème. Monsieur Takahashi était à l'accueil. Il avait 2 hauts dirigeants avec lui. Il avait voyagé 14 heures. Sa table n'existait pas. Il m'a vu avancer vers lui, et son expression a changé, pas encore en colère, mais vers cette patience froide et évaluatrice d'un homme qui a déjà été déçu et qui attend de voir à quel point il le sera cette fois-ci. Notre directeur général, Paul, était pétrifié près du bar. Je pouvais le voir calculer sa sortie de secours. Je me suis avancé. Je me suis incliné. Correctement, à la bonne profondeur, j'ai marqué le bon temps d'arrêt, puis j'ai présenté mes excuses en japonais, pas un japonais de manuel scolaire, pas celui qu'on apprend sur une application, mais celui que j'avais passé 2 ans à apprendre après mes études parce que j'avais identifié le marché asiatique comme l'avenir de l'hôtellerie de luxe et que j'avais décidé d'être prêt avant que quiconque ne me le demande. Le genre de langue qui communique par son registre et son vocabulaire. Pas seulement, je suis désolé, mais, je comprends la nature spécifique de notre manquement à votre égard, et je le prends très haut sérieux. L'expression de Monsieur Takahashi a de nouveau changé. Quelque chose s'est ouvert dans son regard. Je l'ai conduit avec son équipe vers notre salon privé, un espace que nous réservions pour les grandes occasions. Normalement indisponible un jeudi. J'ai parlé directement avec la cuisine. J'ai reconstruit toute sa soirée, un menu adapté aux préférences alimentaires que son assistant avait précisé dans la réservation d'origine, une sélection de saké que j'ai personnellement choisi. Un rythme de service ajusté pour un groupe qui avait voyagé toute la journée et avait besoin que le repas respire. Je suis allé les voir 4 fois, sans intrusion, au bon moment. Il a signé une lettre d'intention avec l'équipe de développement de mon père avant le dessert, 2 millions sur une table qui n'existait pas 90 minutes plus tôt. Quand mon père l'a appris, l'information ayant filtré par Paul puis par l'équipe de développement, sa réponse, rapportée par mon cousin Marc qui était dans la pièce, fut, heureusement, quelqu'un avec une réelle autorité était là pour conclure l'affaire. Quelqu'un avec de l'autorité. J'avais été l'autorité dans cette salle. J'ai laissé passer. J'étais doué pour laisser passer les choses. J'avais eu de l'entraînement. Ce que j'ignorais, c'est qu'à l'autre bout de la salle, à une table de coin à laquelle je n'avais pas prêté attention parce que je gérais une crise, un homme nommé Antoine de Valois avait tout observé. Antoine de Valois, PDG du groupe Royal, 32 propriétés de luxe à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, 3 milliards de chiffre d'affaires annuel. Un homme qui avait passé 40 ans dans l'hôtellerie et qui savait, m'a-t-il dit plus tard, en moins de 60 secondes d'observation, si quelqu'un avait le truc ou non. Son courriel est arrivé 3 jours plus tard, Monsieur Girard, je pense que vos talents sont largement sous-utilisés. Je serais ravi de discuter de votre avenir. À votre convenance. J'ai lu le message 2 fois, j'ai fermé mon ordinateur et je suis retourné en salle. Je n'en ai parlé à personne. 5 rounds d'entretien.
Sur 3 mois, chacun plus exigeant que le précédent, stratégie opérationnelle, gestion de crise, aisance culturelle, modélisation des revenus. Philosophie du leadership. Antoine de Valois me posait des questions que personne ne m'avait jamais posées auparavant, non pas sur ce que j'avais fait, mais sur ce que je pensais, ce en quoi je croyais concernant l'industrie, les gens, et ce à quoi servait réellement l'hospitalité. Je quittais chaque entretien avec l'impression que quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où j'avais navigué dans le noir toute ma vie. L'offre est arrivée le 19 décembre. Directeur de l'expérience client, un rôle nouvellement créé rapportant directement au PDG, avec la responsabilité des standards d'expérience pour les 32 établissements, un salaire de 250 000 euros. Un programme d'action de 500 000 euros s'étalant sur 4 ans, une relocalisation et un appartement de fonction dans un Pantouse au 47e étage du navire amiral du groupe Royal à Paris pour la première année, avec une date de début au 1er mars. Je me suis assis à ma table de cuisine avec la lettre d'offre devant moi, un verre d'eau. Et ce silence extraordinaire et spécifique d'un moment qui change tout. Puis, j'ai appelé mon avocat. Maître Daniel Perrin, 12 ans d'expérience en droit du travail et des contrats, a examiné l'offre la semaine suivante. Il a souligné 2 clauses, a négocié des ajustements sur les 2, et a confirmé que la structure des actions était solide. Il m'a dit, avec le ton mesuré d'un homme formé à ne pas montrer d'excitation, que c'était une offre exceptionnelle pour quelqu'un de mon niveau. Signé, a-t-il dit. J'ai signé le 10 janvier. Je n'ai rien dit à personne. Ma date de début était le 1er mars. Mon dîner d'anniversaire était le 28 février. J'aurais dû savoir que quelque chose était différent pour ce dîner. Ma mère a appelé 3 fois en 2 semaines pour confirmer, ce qui n'était pas inhabituel pour elle. Elle gérait son calendrier social comme une opération militaire, mais ses appels avaient une tonalité que je ne pouvais pas nommer sur le moment, prudente, comme si elle lisait un script. Le restaurant qu'elle avait choisi était l'Éclat, un endroit chic du centre-ville connu pour son menu dégustation et sa clientèle prestigieuse, le genre d'endroit où l'on va quand on veut être vu en train de célébrer quelque chose. J'y étais allé 2 fois. L'éclairage donnait à tout le monde l'air important. Je portais un costume gris anthracite, un Armani que je m'étais offert l'année précédente, celui que ma mère avait un jour décrit, sans que je lui demande rien, comme, essayant d'en faire trop pour quelqu'un dans ta position. Je l'ai porté quand même. Je suis arrivé à 19h. La table était déjà complète. Mes parents, Rémi, ma tante Patricia, mon oncle Thomas, ma cousine Jennifer, 6 personnes pour un dîner d'anniversaire, soit 2 de plus que d'habitude. J'ai noté cela, en me disant que ça ne voulait rien dire. Ma mère m'a embrassé brièvement à table. Ses yeux se sont portés sur son téléphone. Dès qu'elle s'est reculée. Nous avons commandé. La conversation a suivi son cours habituel, mon père sur une récente acquisition, Rémi sur son contrat logistique, ma mère sur le gala de la fondation qu'elle organisait pour mars. J'ai mangé, j'ai écouté et j'ai contribué occasionnellement, comme on le fait quand on a passé 31 ans à être un personnage secondaire dans l'histoire de sa propre famille. Le dessert est arrivé, puis mon père a fouillé dans sa veste et a déposé une enveloppe dorée sur la table devant moi, un papier épais, mon nom. Sur le devant en lettres d'imprimerie, pas d'écriture manuscrite. Il souriait. De la part de nous tous, a-t-il dit. Ma mère regardait ses mains. Rémi a levé son téléphone. J'ai pris l'enveloppe. La lettre faisait 2 pages, interlignes. Simple. Elle avait manifestement été rédigée avec l'aide d'un avocat. Le langage était précis d'une manière que les lettres personnelles ne sont jamais. Elle exposait formellement la décision de la famille Girard de révoquer mon inclusion. De tous les trusts familiaux, plans de succession, implication dans la fondation.
Et considération commerciale familiale, avec effet immédiat. Elle citait, dans un langage soigneusement neutre, ma trajectoire de carrière aimée. Priorité démontrée comme étant incompatible avec le rang et les attentes de la famille. Elle était signée par mon père, ma mère et Rémi. Il y avait une ligne au bas pour ma signature d'accusé de réception. Je l'ai lu une fois. Rapidement, pour en saisir la forme. Puis je l'ai relu, lentement, de la manière dont on lit quelque chose qu'on va devoir mémoriser. Le téléphone de Rémi était à 15 cm de mon visage. Je pouvais voir le voyant rouge de l'enregistrement dans ma vision périphérique. Il l'avait incliné pour capter mes yeux. Il voulait des larmes. Il voulait l'effondrement, la rupture, le moment qui ferait fureur dans le groupe de discussion familiale et peut-être au-delà. J'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine, pas ce qu'il attendait, pas du chagrin, mais quelque chose de plus frais, de plus propre. De plus définitif que le chagrin, la sensation d'une porte qui se ferme. La compréhension pour la première fois que j'étais resté dans la mauvaise pièce. Pendant très longtemps. J'ai plié la lettre soigneusement, j'ai marqué le pli avec mon pouce, et je l'ai placé dans la poche de ma veste. Merci, ai-je dit. Le sourire de mon père a vacillé. Cela rend tout plus facile. Plus facile, a-t-il répété, comme si j'avais mal prononcé un mot. Une preuve écrite, ai-je dit en me levant et en boutonnant ma veste, que je ne vous dois plus rien. Où vas-tu, a demandé ma mère. Le spectacle n'est pas fini. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le téléphone de Rémi, et mon oncle Thomas qui arborait déjà un sourire narquois. Mon spectacle, ai-je dit, commence demain matin. Je suis sorti de la salle de l'éclat, passant devant des tables de gens dégustant des plats magnifiques dans cette belle lumière, et j'ai poussé la porte vitrée pour me retrouver sur le trottoir dans l'air frais de février. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Petit ingrat, on t'a tout donné, maman. Tu es mort pour nous. Julien. Mort, papa. Rémi a publié la vidéo sur le groupe de discussion familial. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Il était temps. Jennifer. Il n'est même pas capable de pleurer correctement, oncle Thomas. Toujours cette reine du drame, il faut toujours qu'il ramène tout à lui, tante Patricia. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai lu absolument tout. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé l'heure, la date et les noms. Ensuite, j'ai fait une capture d'écran de toute la discussion. J'ai démarré la voiture, je suis rentré chez moi et j'ai réglé mon réveil pour 6 heures. Demain. C'était le 1er mars. Ma première semaine au groupe Royal fut à la fois tout et rien de ce que j'attendais. L'échelle était différente. 32 propriétés, 4 pays, des milliers d'employés, des systèmes qui touchaient chaque partie d'eux. L'expérience client, de la réservation au départ. J'avais une équipe de 11 personnes sous mes ordres. J'avais des appels hebdomadaires avec les directeurs régionaux. J'avais un bureau au 31e étage avec une vue sur la Seine devant laquelle je suis resté environ 4 minutes mon premier matin avant de m'obliger à m'asseoir et à me mettre au travail. Antoine de Valois dirigeait son organisation comme le font les meilleurs, avec clarté, directement, avec des attentes élevées et un investissement sincère dans les personnes qui les satisfaisaient. Lors de notre premier tête-à-tête, il m'a dit, je n'ai pas besoin que vous soyez impressionnant. J'ai besoin que vous ayez raison. J'ai compris ce qu'il voulait dire. J'avais passé ma carrière à être méprisé par des gens qui confondaient la parade avec la compétence. Je connaissais la différence. J'étais bon dans mon travail. J'avais toujours été bon dans ce genre de travail. La différence maintenant, c'était que mon travail était reconnu. Ma collègue et directrice homologue, Sandra, qui avait 15 ans
d'expérience dans les opérations hôtelières de luxe, est devenue, dès les 2 premières semaines, la relation professionnelle la plus utile que j'ai jamais eue. Elle savait où chaque secret était enterré dans l'organisation, me le disait sans que je le demande, et attendait la même chose en retour. Nous travaillions bien ensemble. Mon assistant de direction, Thomas, avait 26 ans et était d'une organisation terrifiante, avec le don d'anticiper mes besoins. Environ 30 secondes avant que je ne sache que j'en avais besoin. Et le 8 mars. Antoine m'a appelé dans son bureau pour me parler du gala. Le sommet annuel de l'industrie du groupe Royal était prévu pour le 15 mars, un événement en cravate noire dans la grande salle de l'hôtel Royal, 500 invités, les noms les plus importants de l'hôtellerie européenne et nord-américaine. Des PDG, des partenaires d'investissement, des directeurs du développement, 3 journalistes de Forbes couvrant l'industrie, 2 équipes de télévision réalisant des reportages sur les tendances du voyage de luxe. C'était aussi, m'a dit Antoine, l'événement pour lequel ma mère faisait partie du comité d'organisation depuis janvier. La fondation de la famille Girard avait co-parrainé la composante caritative du gala, 75 000 € versés pour des programmes d'éducation artistique annoncés en décembre. Ma mère avait été impliquée dans les réunions de planification pendant 8 semaines. Elle avait un siège réservé au premier rang. Elle n'avait absolument aucune idée que je travaillais ici. Je le savais parce que j'avais gardé mon poste secret. Délibérément, avec la même retenue prudente que j'avais apportée à tout le processus d'entretien. Mais je le savais aussi parce que ma mère, si elle l'avait su, en aurait immédiatement fait une affaire personnelle, aurait appelé mon père, aurait appelé Rémi, aurait commencé le processus d'insertion du nom Girard dans ma réussite avant même que j'aie eu la chance de me l'approprier. Je me suis assis en face d'Antoine et j'ai pensé à la lettre dans la poche de ma veste, celle que j'avais pliée soigneusement, celle avec 3 signatures. Antoine, ai-je dit, puis-je vous dire quelque chose sur ma famille? Il s'est adossé à son fauteuil. Dites-moi. Je lui ai tout raconté. Les années à l'assiette d'or, la soirée Takahashi, la lettre, les messages, la vidéo que Rémi avait publiée, qui avait entre-temps été partagée au-delà du groupe familial et avait accumulé une audience modeste de membres de la famille élargie et de collègues qui avaient tous donné leur avis sur mon incapacité à pleurer correctement. Antoine a écouté comme il écoutait toujours, complètement, sans artifice. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit. Le discours d'ouverture du 15 mars, j'avais prévu de le prononcer moi-même. J'aimerais vous l'offrir. Je l'ai regardé. L'industrie a besoin d'entendre ce qui s'est passé à l'assiette d'or ce soir-là de juin, a-t-il dit. La récupération de l'affaire Takahashi. Je raconte cette histoire dans des conversations privées depuis 8 mois. Elle devrait être racontée publiquement. Avec vous au pupitre, par quelqu'un qui y était. Il a marqué une pause. À moins que vous ne préfériez que je continue à vous attribuer le mérite dans des salles où vous n'êtes pas présent. J'ai pensé à la réponse de mon père quand il avait entendu l'histoire, heureusement, quelqu'un avec une réelle autorité était là. J'accepte le discours, ai-je dit. La semaine précédant le 15 mars fut les 7 jours les plus concentrés de ma vie professionnelle. J'ai travaillé avec la directrice de la communication d'Antoine, Hélène, 20 ans d'expérience, le genre de femme capable de restructurer un discours en temps réel pour qu'il ait l'air d'avoir toujours été pensé ainsi. Je connaissais l'histoire. Je connaissais l'industrie. Ce qu'Hélène m'a donné, c'était l'architecture, comment entrer dans une salle de 500 personnes et parler à chacune d'elles individuellement. J'ai répété dans la salle vide les 12 et 13 mars. Je me tenais à ce pupitre, je regardais les 500 chaises vides et je parlais. Je n'ai pas appelé ma famille. Je n'ai envoyé aucun message. Je ne l'ai pas préparé. Le soir du 14 mars,
Maître Daniel Perrin m'a envoyé un bref courriel, Julien, une chose avant demain. La lettre que vous avez reçue le 28 février, selon ces termes spécifiques concernant les trusts et la succession. Vous devriez peut-être la faire examiner formellement. Si l'exclusion a été exécutée sans la documentation successorale appropriée, elle pourrait être légalement incomplète. Cela vaut une discussion quand vous aurez le temps. J'ai mis cela de côté. Demain d'abord, le 15 mars. La grande salle de l'hôtel Royal, à pleine capacité, est l'une de ces pièces qui possède un son avant même que quiconque ne parle. Le murmure superposé de 500 conversations, le cristal. Le mouvement, la fréquence spécifique d'une salle remplie de gens qui comptent dans leur domaine et qui le savent. J'étais dans les coulisses à 19h52. Thomas m'avait envoyé un message à 19h41, table 3, premier rang, ils sont 3. Je n'ai pas regardé alors. J'ai regardé depuis les coulisses avec précaution. Avant que les lumières de la salle ne changent. Ma mère, mon père, Rémi. Ma mère s'occupait déjà de ses relations publiques depuis son siège, tournée de côté. Parlant à la femme à côté d'elle, faisant ce qu'elle faisait à chaque événement. Pour s'assurer que les bonnes personnes savaient qu'elle était présente. Elle avait fait partie de ce comité d'organisation. C'était son gala aussi, de la manière dont elle vivait la plupart des choses, à côté du centre, assez proche. Pour s'en revendiquer. J'ai vu Rémi sortir son téléphone. Il photographiait le programme. J'ai observé le moment où ses yeux se sont posés sur l'annonce du discours d'ouverture. J'ai vu son visage changer. Il s'est penché vers ma mère. Pour lui montrer le programme. Je ne pouvais pas voir son expression d'où je me tenais, mais j'ai vu sa main se lever et agripper le bord de la table. Je me suis détourné d'eux, j'ai fait face à la scène. Antoine s'est avancé au pupitre. Il a parlé pendant 4 minutes de l'industrie, de l'année écoulée, de ce que le groupe Royal construisait. Puis il a marqué une pause. Il y a 8 mois. A-t-il dit, j'ai été témoin de quelque chose dans un restaurant de cette ville. Que je décris en privé depuis lors comme l'un des plus beaux exemples de leadership dans l'hospitalité que j'ai vu en 40 ans de carrière. La salle s'est calmée. Le haut dirigeant d'une grande firme logistique asiatique arrive dans un restaurant pour découvrir que sa réservation a été perdue. Le directeur de service s'est figé. Chaque seconde d'inaction était une seconde de plus vers une crise qui aurait coûté une relation commerciale de 2 millions d'euros, et, plus important encore, aurait confirmé à un invité qu'il ne comptait pas. Il a marqué une pause. Une personne s'est avancée. Elle s'est inclinée. Correctement. Elle a présenté ses excuses dans un japonais fluide, non pas comme une performance, mais comme un acte sincère de respect culturel. Elle a reconstruit toute la soirée. Elle a transformé un échec en une relation durable. Le projecteur a bougé. Il m'a trouvé. Mesdames et messieurs, a dit Antoine, notre orateur principal, le directeur de l'expérience client du groupe Royal, Julien Girard. Je me suis avancé. La salle a explosé, pas par politesse, mais sincèrement, de la manière dont une salle répond à une histoire qui l'a déjà ému avant même que l'orateur n'atteigne le pupitre. Je n'ai pas regardé leur table en premier. J'ai regardé la salle, les journalistes, les caméras, 500 visages me voyant moi, pas le second fils Girard, pas le maître d'hôtel, pas la déception de l'enveloppe dorée, mais exactement qui j'étais. Puis je les ai trouvés. La bouche de mon père était ouverte, sans artifice. Réellement ouverte. L'expression d'un homme dont le modèle de réalité vient d'être publiquement révisé. Le téléphone de Rémi était tombé sur la table. L'écran tournait vers le haut, enregistrant la nappe. Ma mère tenait le programme. À 2 mains, tout froissé, de la manière dont on tient quelque chose quand ses mains ont besoin d'être occupées. Je suis arrivé au pupitre. J'ai ajusté le micro.
J'ai souri, et j'ai commencé. J'ai parlé pendant 22 minutes. J'ai parlé de la soirée Takahashi, sans le nommer, avec sa permission obtenue via Antoine. 2 semaines plus tôt, je l'ai désigné comme un haut dirigeant d'une firme majeure de la zone Asie-Pacifique, ce qui était exact et suffisant. J'ai parlé de ce que signifie voir une crise avant qu'elle ne survienne, de l'aisance culturelle comme véritable compétence opérationnelle et non comme un simple atout superficiel, de ce qu'est réellement l'hospitalité, non pas une prestation de service, mais la pratique consistant à faire sentir à une autre personne qu'elle est exactement là où elle doit être. J'ai parlé de mes années à l'assiette d'or, sans amertume, factuellement, de l'apprentissage du terrain. Avant celui du conseil d'administration, de l'éducation spécifique accessible seulement à celui qui a géré une salle pleine de gens ayant des besoins simultanés et devant tout assumer à la fois. J'ai parlé de ce que cela signifie d'être sous-estimé par les personnes qui devraient vous connaître le mieux. Je n'ai pas prononcé le nom de ma famille. Je n'en avais pas besoin. Au moment où j'ai fini, 3 personnes au premier rang étaient parfaitement immobiles, de cette façon dont les gens très exposés deviennent immobiles, essayant de prendre moins de place, essayant d'être moins visibles, essayant de modifier rétroactivement ce qui venait de se passer en n'y réagissant pas. Cela n'a pas fonctionné parce que le téléphone de Rémi était toujours sur la table, enregistrant toujours, et connecté à son groupe de discussion familiale qu'il avait, dans la panique de voir mon nom sur le programme et d'attraper le bras de sa mère, accidentellement ouvert et laissé en direct. 47 membres de la famille et associés élargis avaient regardé en temps réel le discours d'ouverture de l'un des événements annuels les plus photographiés de l'industrie hôtelière prononcé par l'homme sur lequel il s'acharnait 2 semaines plus tôt. Il était temps. Il n'est même pas capable de pleurer correctement. Reine du drame, il faut toujours qu'il ramène tout à lui. Le groupe de discussion, m'a-t-on dit plus tard par mon cousin Marc, celui qui m'avait rapporté le commentaire de mon père sur l'affaire Takahashi, est devenu complètement silencieux dans les 30 secondes suivant l'apparition de mon nom sur l'écran. Les applaudissements ont duré 4 minutes. J'ai serré la main d'Antoine. J'ai serré celle d'Hélène. J'ai serré celle de Sandra. Puis je suis descendu de l'estrade, j'ai traversé la salle, passant devant table après table de gens que j'apprendrai à connaître dans cette industrie, et je me suis arrêté à la table 3. Ma mère a levé les yeux vers moi. Elle avait le programme froissé sur ses genoux. Le verre de champagne avait été emporté. Il s'était brisé quand elle l'avait serré trop fort. J'ai remarqué une petite coupure sur son doigt, un pansement appliqué à la hâte. Mon père était très figé. Le téléphone de Rémi était face contre table. Je les ai regardés tous les 3 un instant. Pas de discours, pas de réplique finale, pas de mise en scène. Profitez bien du gala, ai-je dit, et je suis parti. L'épilogue est plus court que le reste, car le reste est l'endroit où l'histoire vit réellement. Maître Daniel Perrin a déposé un examen formel de la lettre du 28 février en avril. L'exclusion, il s'est avéré, avait été exécutée sans mise à jour appropriée des documents successoraux sous-jacents. Les avocats de mon père avaient rédigé la lettre sans compléter les amendements correspondant au trust. Légalement, c'était une expression d'intention sans la documentation pour la soutenir. Cela signifiait, en langage clair, que l'exclusion était réelle en tant que déclaration, mais incomplète en tant qu'instrument juridique. Les avocats de mon père m'ont contacté en mai pour discuter d'une clarification de la planification successorale de la famille. Daniel a répondu en mon nom. La conversation étant court. Je suis patient. La vidéo que Rémi a accidentellement diffusée en direct sur le groupe familial a été capturée et partagée, pas par moi, je tiens à le préciser, je n'ai rien fait. Mais par 3 cousins qui ont trouvé
Extraordinaire que l'homme que la famille avait officiellement excommunié d'eux. Semaines plus tôt viennent de prononcer le discours principal d'un événement majeur de l'industrie. La capture d'écran s'est propagée de la manière dont les choses se propagent quand elles contiennent une histoire propre et satisfaisante. Mon père n'assiste plus au gala. Pas à ceux où je pourrais être présent. Ma mère m'a appelé en avril. J'ai laissé sonner vers la messagerie. Elle a dit qu'elle voulait parler. Elle a dit que les choses étaient allées vite. Et qu'elle n'avait pas eu le temps de réfléchir. Elle a dit que c'était mon père qui avait insisté pour la lettre, ce qui est peut-être même vrai. Je n'ai pas encore rappelé. Peut-être le ferai-je. Peut-être que la version de moi qui aurait rappelé immédiatement sans se poser de questions, celle qui a passé 31 ans à essayer d'être vue par des gens qui avaient déjà décidé de ce qu'ils regardaient, peut-être que c'est lui qui avait besoin de changer. Je suis dans le Penthouse au 47e étage. La scène au petit matin est quelque chose dont je ne suis pas encore habitué. Je ne pense pas vouloir m'y habituer. Je pense que le but est de continuer à la remarquer. J'ai l'enveloppe dorée dans le tiroir de mon bureau, pas pour être dramatique, pas comme accessoire, juste parce que mon père a signé un document déclarant que je ne méritais rien, et je veux me rappeler les jours difficiles. Ce que l'homme qui croyait cela fait maintenant. Et ce que je fais à la place. Ils m'ont montré la sortie. Je l'ai utilisée pour trouver la porte.